Monsieur Le Garret, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RCJ pour ce grand entretien. Nous allons parler durant cette demi-heure et évidemment des élections municipales à Paris, du gouvernement et des mesures que souhaite prendre ou a déjà adopté le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Mais commençons, si vous le voulez bien, avec l'élection à la tête pour, en tout cas, la présidence de l'UMP. François Fillon continue d'engranger des soutiens d'importance. Dernière en date, c'est Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Vous-même soutenez, si je ne m'abuse, l'ancien Premier ministre. Est-ce que, selon vous, François Fillon, aujourd'hui, peut remporter cette élection pour la présidence de l'UMP ou rien n'est encore joué ? Non, je pense que rien n'est encore joué. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec ce débat, qui était un débat assez intéressant, je trouve, équilibré. Et vous savez, ce qui est la difficulté et l'inconnu, en quelque sorte, de ce scrutin, c'est que les électeurs, ce ne sont pas tous les Français, ce sont les militants. Donc là... Il y a quand même certaines incertitudes dans ce débat. Je ne soutiens pas François Fillon. Je suis président du groupe UMP au Conseil de Paris. J'ai décidé d'adopter une stricte neutralité. Voilà. Donc c'est l'attitude que je respecterai jusqu'au 18 novembre. Je considère que on est dans un groupe au Conseil de Paris qui est réputé pour sa riche diversité. Il y a, je pense, une obligation de faire en sorte que je sois en quelque sorte garant du respect mutuel au sein du groupe. Donc je veillerai à respecter cet équilibre. Je n'ai d'ailleurs parrainé aucun des deux candidats. Nadège ? Alors, tout en respectant cette neutralité, vous pouvez quand même nous dire, d'après vous, quelles sont les qualités requises pour être un bon président de l'UMP ? Pour être un bon président de l'UMP, il faut incarner une ligne politique, je dirais, combative, à la tête du premier parti d'opposition de France, qui est non seulement un parti d'opposition, parce que ça, c'est le contexte du quart d'heure actuel, si je puis dire, mais qui soit également une ligne politique de reconquête pour les prochaines échéances. Les prochaines échéances, je sais que ça paraît toujours très lointain et un petit peu démobilisant pour nos électeurs quand on parle de 2017, mais la prochaine échéance, c'est 2014, c'est les élections municipales. La gauche détient, si on peut dire, les grandes villes, la plus grande partie des grandes villes de France. Donc on sait que normalement, c'est une des lois de la science politique. Quand il y a une élection intermédiaire, comme on dit, c'est pas favorable au gouvernement en place. Et compte tenu, je dirais, de la rapidité avec laquelle la cote de popularité du gouvernement et du président de la République se dégrade à l'heure actuelle, on peut effectivement bâtir des espoirs sérieux sur l'échéance de 2014. Alors nous allons y revenir, si vous le voulez bien, dans un second temps. J'aimerais revenir sur le débat que vous évoquiez à l'instant entre François Fillon et Jean-François Copé. C'était jeudi dernier sur France 2. Et lors de ce débat, enfin c'était un petit peu avant, même pour être précis, François Fillon a rallié une politique que défendait Jean-François Copé depuis quelques semaines, à savoir le fameux ni PS ni FN en cas de duel entre les deux partis. Est-ce que, malgré le souci de neutralité que vous nous avez expliqué en début d'émission, est-ce que vous pouvez soutenir cette position, cette politique ? Écoutez, moi je ne les mettrai pas en opposition. D'abord, je trouve que le débat a été un débat tout à fait digne, très respectueux l'un de l'autre, et je trouvais que c'était plutôt assez exemplaire. C'est un exercice compliqué que la démocratie interne. Hein. C'est un exercice qui consiste finalement à débattre très ouvertement et à je dirais, mettre en relief des divergences parce que c'est ça la démocratie interne. Et au final, ce débat était un débat, je crois que tout le monde l'a noté, tous les observateurs, les journalistes ont noté que c'était un débat respectueux dans lequel il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu, je dirais, de médiocrité, ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est fort heureux. Et je dois dire que les militants avec qui j'ai discuté à l'issue de ce débat étaient satisfaits, quelles que soient leurs options personnelles pour soutenir l'un ou l'autre des deux candidats. Écoutez, il y a peut-être sur l'histoire du Nini, comme vous dites, des expressions, une manière d'expliquer les choses qui est un peu différente. Sur le fond, je crois que ce qui est très clair, c'est qu'ils ont montré qu'ils étaient parfaitement d'accord sur un point, c'est qu'ils ne voteraient jamais pour un candidat du Front National, qu'ils ne voteraient pas davantage pour un candidat du PS, quel que soit le cas de figure. Je crois que c'est une position
ferme. C'est une position qui est en tout cas sans la moindre équivoque, ni de la part de Jean-François Copé, ni de la part de François Fillon. Donc je ne vois pas, si vous voulez, sur le fond, vous savez, en politique, c'est finalement le choix final qui est déterminant. Je ne vois pas comment on pourrait essayer de chercher, au-delà de la manière d'exprimer les choses, qui n'est naturellement pas exactement les mêmes termes et les mêmes mots, chez deux hommes qui sont différents, et heureusement qu'ils sont différents. C'est ça aussi cette élection. C'est finalement... c'est un choix personnel. Il faut que les militants sentent qu'ils remettent tous leurs espoirs entre les mains de quelqu'un en qui ils croient. Mais ils l'ont dit l'un et l'autre, finalement, sur leur ligne politique, sur leurs options fondamentales. Il n'y a pas de divergence. En tous les cas, Najat Vallaud-Belkacem, qui est la porte-parole du gouvernement, elle a dit que ce débat avait été gagné par le Front National. Vous êtes choqué qu'elle dise ça ? Elle dit n'importe quoi sur ce sujet-là et sur bien d'autres. Je ne vois pas comment... Écoutez, nous avons toujours eu dans notre famille politique une position très intransigeante qui a d'ailleurs été défendue avec beaucoup de ténacité par Jacques Chirac pendant des années. Aucune complaisance à l'égard du Front National. Moi, je dois dire que je suis très attaché à cette ligne. Je n'ai jamais failli à ce principe. Je n'y faillirai pas. Et je pense qu'il y a une très écrasante majorité de militants à l'UMP qui sont attachés à cette ligne politique. Il peut toujours y avoir, naturellement, quelques cas isolés. On voit régulièrement un élu, un maire qui dit qu'il aurait envie de discuter avec le Front National. Bon, écoutez, toutes les opinions peuvent s'exprimer, mais en tout cas, ça n'a jamais été la ligne politique de l'UMP. Et pour ce qui me concerne, je me battrai toujours pour que ça ne le soit jamais. Nadège. Alors tout à l'heure, on parlait de la mairie de Paris. Ben justement, on va y revenir. Est-ce que vous souhaitez que François Fillon soit candidat en 2014 ? Oui. Oui, je le souhaite. Est-ce que lui, il a l'air d'hésiter ? Il a l'air d'hésiter plus exactement. On a l'impression qu'il n'a pas vraiment envie. Écoutez, trop risqué, peut-être ? François Fillon, il est candidat à la présidence de l'UMP. Je crois qu'il ne va pas courir deux lièvres à la fois. La présidence de l'UMP et la mairie de Paris, ce serait tout à fait déraisonnable. Il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Quand cette élection sera faite, il aura effectivement à se prononcer sur la mairie de Paris. D'après ce que je sais, et pour en avoir parlé avec lui-même et avec des conseillers proches de François Fillon, je peux vous dire que je n'ai pas de signe qu'il ait renoncé à être candidat à la mairie de Paris. Et vous avez des signes qui, justement, il a envie d'y aller ? Écoutez, parce que ça ne se voit pas comme cela. Alors, je comprends bien ce que vous voulez dire. Attendez. Pour l'instant, on en est à l'UMP. Je ne suis pas le porte-parole de François Fillon. Enfin, on imagine bien que vous lui parlez ensemble. Vous lui poserez la question. Je peux en tout cas vous dire que au jour d'aujourd'hui, rien n'indique qu'il ait renoncé à être candidat à la mairie de Paris. Et si vous me demandez si je le souhaite, oui, bien sûr, je le souhaite. Je le souhaite d'abord parce que François Fillon est un homme qui a toutes les qualités pour être candidat et porter très haut nos espoirs et nos couleurs en 2014. Mais je le souhaite aussi parce que tout simplement, d'après toutes les études qui ont été faites, d'après tous les sondages, il est dans notre camp le meilleur candidat, celui qui réalise le meilleur score. Donc c'est indiscutablement aujourd'hui celui qui pourrait le mieux défendre nos couleurs en 2014 à Paris. Il y a également Jean-Louis Borloo qui s'impose de plus en plus dans le paysage parisien. Est-ce que son arrivée dans cette distribution des cartes en 2014 pourrait lui être favorable ? Écoutez, comme je l'ai déjà dit, le meilleur candidat, d'après les sondages, c'est François Fillon. Le deuxième, après François Fillon, c'est Jean-Louis Borloo. Écoutez, bienvenue Monsieur Borloo, comme je l'ai déjà dit. S'il veut s'investir à Paris, s'il veut vraiment contribuer à défendre nos options, nos espoirs sur Paris. Moi, j'ai des espoirs pour Paris en 2014. Je pense que la reconquête politique de Paris est possible pour un certain nombre de raisons que je peux vous expliquer. Il faut naturellement qu'on ait un candidat, je dirais, qui ait une forte notoriété et une forte personnalité pour incarner tous ces espoirs. Le meilleur candidat sur le papier aujourd'hui et d'après tous les sondages, et d'après tout ce que je sais, c'est François Fillon. Et après François Fillon, pour l'instant, c'est Jean-Louis Borloo.
Alors, il y a également d'autres personnalités au sein de l'UMP qui souhaitent briguer. J'ai dit numéro 1, numéro 2, puis après ça, on peut les prendre dans l'ordre. Il y en a quelques autres, sans être exhaustif. Il y a notamment Rachida Dati qui ne cache pas cette envie. Pierre Lellouche également qui se dit prêt, si on l'appelait vraisemblablement. Tout cela, en tout cas, nous mènerait à faire des primaires au sein de l'UMP pour ces municipales, mais de telles primaires, est-ce que ça n'égratignerait pas un peu plus l'image d'unité du parti qui, pour l'instant, comme dans tout débat, est plus ou moins mise à mal? Mais non, regardez justement la qualité de ce débat pour la présidence de l'UMP. Il faut que on admette que nous sommes résolument et de manière irrévocable entrer dans cette culture de la démocratie interne. Voilà. Donc il faut s'y faire, il faut s'y habituer, il faut qu'on se dise que les confrontations d'idées et de personnes, ça n'est pas un symbole de division. C'est au contraire un symbole de débat, de confrontation des idées. Ce qui est essentiel dans tout ça, c'est qu'une fois que l'élection soit faite, chacun se rassemble sous la bannière de celui qui est désigné. Alors ça, c'est vrai que ça se fait pas obligatoirement en un jour, mais moi j'ai quand même bon espoir. Je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès au sein de l'UMP pour aller dans ce sens. D'ailleurs, vous savez que nous avons fait des primaires à l'époque, en 2008, pour désigner notre candidat, qui a d'ailleurs été une candidate, Françoise de Panafieux, à la mairie de Paris. Nous avons fait des primaires pour désigner notre candidate à la présidence de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, en 2010. Et si vous vous rappelez bien, d'ailleurs, en 2008 comme en 2010, le nom de Françoise de Panafieux et celui de Valérie Pécresse, lorsqu'ils sont sortis des urnes et de la décision des militants, c'était pas les noms qui étaient pronostiqués comme les plus sûrs avant que cette élection ne se déroule. Donc vive les primaires, vive la démocratie interne, parce que c'est quand même très important. Et c'est un symbole de vitalité, de réflexion, de maturité de la part des militants. Donc moi, je trouve que je suis absolument, mais totalement convaincu que c'est la seule méthode possible. Donc primaire ouverte. Si François Fillon est candidat, il partira naturellement avec un certain nombre d'atouts importants dans une primaire ouverte. Mais s'il y a d'autres candidats, vous avez parlé de Rachida Dati, vous avez parlé de Pierre Lellouche, qui est mon ami, dont j'ai été le suppléant aux élections législatives dans la première circonscription de Paris, avec qui j'ai une solidarité réelle et sans faille. Je pense que ce sont des candidatures de qualité. Et bien, ça mettra beaucoup de qualité au service de l'UMP, et c'est aux militants qu'il appartiendra de trancher. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que vous alliez nous expliquer les raisons pour lesquelles vous pensez que Paris peut être repris par la droite. Ben oui, parce que depuis plus de 10 ans, donc, Paris est à gauche. Alors on se demande pourquoi est-ce que vous n'avez toujours pas réussi à reprendre la capitale. Vous n'avez pas toujours réussi à organiser une opposition solide. Alors vous allez peut-être me dire que maintenant que tout est différent. Écoutez, il y a quelque chose d'un peu injuste à l'égard de tous ceux qui se sont battus jusqu'à présent. Nous nous sommes opposés. J'ai fait partie j'étais pas jusqu'à une période récente président du groupe UMP, mais j'ai eu un rôle actif à jouer, notamment sur tous les sujets budgétaires et financiers. On s'est vraiment opposés. On a été dans une situation difficile sur le plan politique, sur le plan médiatique, vis-à-vis des Parisiens, avec une espèce de chape très, très lourde, d'une communication très, très monochrome en faveur de Bertrand Delanoë, avec des moyens absolument considérables. Le maire de Paris prétend qu'il a diminué les moyens de la communication à la mairie de Paris. Ça fait sourire les journalistes quand on leur en parle, parce qu'ils voient qu'ils reçoivent chaque jour une quantité de communiqués de presse, d'éléments de communication. Nous n'avons évidemment pas les mêmes moyens, nous, au sein du groupe UMP. On ne pourra jamais rivaliser sur ce plan-là. Donc, on essaie de se battre avec les moyens qui sont les nôtres. Ceci étant, vous savez, Bertrand Delanoë a conçu la mairie de Paris, enfin maintenant les 2 mandatures, comme un règne sans partage. Aujourd'hui, il est entré dans une fin de règne. Je crois d'ailleurs qu'il a commis une erreur stratégique selon moi, mais on verra bien si je me trompe. C'est d'annoncer aussitôt qu'il ne se représenterait pas. À partir du jour où il l'a annoncé... Monsieur Delanoë, d'accord, mais moi ce que je voudrais savoir, puisque vous nous avez dit que vous alliez nous expliquer... pourquoi et comment vous alliez pouvoir reprendre Paris? Alors on peut évidemment parler de M. Delanoë, mais d'abord si vous pouviez nous expliquer comment la droite
Ça part bien de là. Les deux choses sont liées. Les deux choses sont liées. L'enseignement de l'histoire démontre que tous les empires ont une fin. Donc, M. Delanoë règne sans partage depuis 2001. Il y a bien un jour où ça s'arrêtera. Et il a décidé lui-même de ne pas être candidat. À partir de là, c'est plus Bertrand Delanoë, contre lequel nous allons présenter nos programmes et nos options. Il a désigné Madame Hidalgo d'une manière un peu monarchique, si vous voulez. Elle est dauphine, sans aucune procédure démocratique, à la différence de ce que nous mettrons en œuvre, nous, de notre côté. Et puis, nous allons faire campagne sur tous les thèmes qui concernent les Parisiens et sur lesquels il y a beaucoup d'insatisfaction. Quand les Parisiens nous parlent de circulation, nous parlent de propreté, nous parlent de fiscalité, nous parlent de pollution, nous parlent du prix du logement, de tout ce qui les concerne au quotidien, il y a beaucoup d'insatisfaction. Donc c'est là-dessus qu'on va effectivement engager une confrontation très, très directe et très complète avec tous les Parisiens dans tous les arrondissements. Et de ce point de vue-là, moi je vous le dis parce que je le vois dans les questions qui nous sont posées. Moi je suis maire du 1er arrondissement qui est le plus petit arrondissement de Paris en population. Ça me permet peut-être d'avoir un contact plus direct avec mes administrés que dans des grands arrondissements. Je reçois beaucoup d'échos de cette nature. Donc, et puis vous savez, dans une élection, il y a toujours une équation politique, comme disent les politologues. L'équation politique, j'en ai dit un mot tout à l'heure, ce sera une élection intermédiaire qui traditionnellement n'est pas favorable à la formation qui soutient le gouvernement en place. Il y aura des difficultés qui seront posées avec les Verts, qui ont toujours été des partenaires au sein de la mairie de Paris et qui ont permis l'élection, qui ont contribué à l'élection de Bertrand Delanoë en 2001 et à sa réélection en 2008. On le voit bien, il y a des choses qui sortent peut-être pas des murs de l'hémicycle du Conseil de Paris, mais on voit par certaines attitudes, par certains propos, par certains comportements lors des séances du Conseil de Paris qu'il y a des tensions très vives entre les socialistes. Ça n'a jamais été un mariage heureux entre les Ça n'a jamais été un mariage heureux, mais enfin je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont presque pas racontables dans les échanges et dans les comportements. Donc l'affectio societatis, comme on dit dans les droits des sociétés, c'est beaucoup détérioré. On peut pas dire que ce soit vraiment la solidarité et l'amitié entre eux. Donc tout ça jouera un rôle. Tout ça est en train de se dégrader sur le plan national, on le voit bien. Alors, dans quel état se trouvera la gauche en 2014 ? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais enfin, vous constaterez, comme je crois tous les Français et tous les journalistes, que la rapidité et la violence avec laquelle Hollande et son gouvernement décrochent dans la popularité auprès des Français et quand même défie, si vous voulez, toutes les prévisions qu'on avait envisagées. Ça crée un contexte politique. Les élections municipales, on va commencer à y travailler. Nous avons un an devant nous. Nous avons l'année 2013, puisque pour vraiment faire le travail de fond, on commence à y travailler au sein du groupe avec tous les élus et on le fait effectivement avec un état d'esprit très, très positif, aussi collectif que possible, mais surtout avec des espoirs, oui, raisonnables, mais des véritables espoirs. D'un mot ou de deux, comment vous pourriez définir justement les deux mandats de Bertrand Delanoë à la tête de la ville ? Je dirais un premier mandat qui était un mandat de conquête, où il a été sans doute un peu grisé par l'ivresse de la conquête, avec des attitudes très, très symboliques, extrêmement critiques naturellement à l'égard de ses prédécesseurs. D'ailleurs, d'une façon très, très outrée par certains côtés. Je rappellerai que la première décision qu'il avait annoncée, c'était de faire un audit sur les finances de la ville, qu'il avait d'ailleurs confié à l'époque à Andersen. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et la conclusion de cet audit qui avait été rendue à la fin de l'année 2001, je cite texto la conclusion du rapport Andersen, les finances de la collectivité parisienne sont dans un état exceptionnel. Donc c'est pas tout à fait ce qu'il avait imaginé. En devenant maire de Paris, il s'imaginait qu'il allait trouver des choses cachées. Non, il a hérité d'une situation tout à fait exceptionnelle et qu'il a dégradé depuis ce temps-là. Il a dégradé parce que il a
gérer la ville de Paris, qui est une ville qui disposait de marges de manœuvre assez considérables. Il a beaucoup réduit ses marges de manœuvre, il a laissé déraper le budget de fonctionnement, il a beaucoup aggravé la dette et la fiscalité des Parisiens. Je crois que les Parisiens s'en rendent compte. Pendant ce temps-là, il a beaucoup moins investi que ce qu'il prétend. Il s'est lancé dans des opérations de prestige qui sont totalement déraisonnables. Dans le premier arrondissement, il y a l'opération des Halles, qui est une opération qui, sur le principe, était souhaitable, était nécessaire, mais qui a totalement dérapé, et en complexité, et en délai, et en coût. On dépasse 1 milliard d'euros, je dis bien, pour refaire un centre commercial et le pôle transport. Ça n'a aucun bon sens. Pendant ce temps-là, on n'a pas fait des investissements qui étaient utiles à la vie des quartiers dans d'autres arrondissements. Donc là, il y a une politique, je dirais, totalement débridée, qui a surfé sur les recettes fiscales de la ville qui se sont effectivement très bien portées depuis 2001 pour deux raisons. D'abord parce qu'il a augmenté les impôts. Alors quand vous augmentez les impôts, naturellement les recettes augmentent. Et puis ensuite parce qu'à Paris, on a le bénéfice de ce qu'on appelle les droits de mutation, les droits des notaires lors des ventes. Et comme le prix du mètre carré à Paris a littéralement explosé, eh bien les droits de mutation ont presque triplé depuis 2001. Et ce sont des sommes incroyable, puisque en 2011, la ville de Paris a engrangé 1,1 milliard de droits de mutation. Vous voyez, sur un budget de 8 milliards, c'est énorme. Aucune collectivité en France ne dispose de recettes fiscales dues à la spéculation immobilière d'une telle importance. Donc tout ça, ça lui a donné beaucoup de facilité. Je crois qu'il a laissé gâcher beaucoup d'opportunités en termes de gestion en dépensant mal des recettes exceptionnelles. Il nous reste 6 minutes à peu près, Nadège. On commence à évoquer une vision un peu plus large de la situation nationale, je dirais. Il y a plusieurs sujets de société qui font la une. Très simple. Est-ce que vous accepteriez de célébrer des mariages homosexuels ? Oui, parce que je suis légaliste. Je ne suis pas favorable à cette loi pour un certain nombre de raisons. Je ne suis pas parlementaire, donc il ne m'appartient pas de la voter. Je suis défavorable à la loi sur le mariage. Je crois que l'usage du mot mariage est inapproprié. Je pense qu'on pouvait très bien améliorer le système du PACS, mais détourner en quelque sorte l'institution du mariage me paraît une erreur. Ceci étant, je suis légaliste. Si la loi s'impose, je suis officier d'état civil en tant que maire. Je n'ai absolument aucune latitude, contrairement à ce que prétendent certains, je n'ai aucune latitude d'appréciation personnelle. Je devrais, en tant qu'officier d'état civil, appliquer la loi. Je le ferai. Et concernant le vote des étrangers ? C'est une absurdité, c'est une provocation. Et d'ailleurs, est-ce que le gouvernement a finalement vraiment l'intention de le faire ? On a rappelé, non sans malice, que ça faisait partie des 101 propositions de François Mitterrand en 1980. Donc, vous voyez, il a quand même coulé beaucoup d'eau sous les ponts sans qu'il ne se passe rien. Il va de soi que le vote des étrangers, c'est une façon, je dirais, de casser le pacte républicain. Et je pense que c'est très inacceptable. À ce titre-là, nous sommes républicains. Et c'est une volonté de détériorer le pacte républicain. J'ajoute que, moi, pour une raison de principe, étant élu local, conseiller de Paris, conseiller régional, je trouve que quand on est électeur, quand on a le droit de voter, on doit être de manière égale et sans la moindre réserve, aussi bien électeur qu'éligible. Je trouve qu'il est choquant en soi de dire on va créer une nouvelle catégorie d'électeurs, ils auront le droit de voter, mais ils n'auront pas le droit de se présenter à tel ou tel poste. Je trouve que c'est pas acceptable. Dans une république, tous les électeurs doivent disposer des mêmes droits de voter et d'être éligibles. Donc ces catégories différenciées me choquent au regard du pacte républicain que l'on doit tous défendre, quelle que soit notre couleur politique. Situation épouvantable, éléments qui se déchaînent, la France va mal. Les dirigeants socialistes n'ont pas eu de mots assez durs pour parler de la situation actuelle hier à Toulouse lors de leur congrès. Est-ce que vous faites le même constat ? Je pense qu'on est dans une situation extrêmement grave, que la crise est d'une ampleur sans précédent. Mais M. Hollande a été élu sur le déni de la crise. Rappelez-vous le débat qui a opposé François Hollande et Nicolas Sarkozy.
François Hollande n'a cessé de dire pendant toute cette campagne, et qui avait atteint son point culminant ce soir-là, qu'il allait dompter la crise, qu'il allait la surmonter, et que finalement cette crise était un épiphénomène, et que les options politiques qu'il défendait devaient surpasser tout cela. Non, je pense que la réalité de la crise est malheureusement extrêmement dure. C'est une crise planétaire, personne n'est épargné, ça atteint le monde entier, ça atteint tous les Français dans leur pouvoir d'achat, dans leur vie quotidienne. C'est totalement irresponsable, et c'est, on peut dire, de mauvaise foi que de l'avoir nié. Alors aujourd'hui, les socialistes sont effectivement, parce qu'ils ils ont la gestion des affaires, parce qu'ils sont au gouvernement, parce qu'ils sont à la présidence de la République, parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont majoritaires au Sénat, dans la quasi-totalité des régions françaises, dans les grandes villes de France, ils ont tous les pouvoirs, ils ont les pleins pouvoirs. Eh bien, voilà, ils sont obligés de constater que la crise les paralyse, les handicape considérablement, et que les grandes promesses, les grandes paroles explosent et éclatent sur cette réalité, sur ce mur qui était effectivement très, très dur de la réalité de la crise. Je crois qu'il aurait été beaucoup plus raisonnable que l'on admette la réalité de cette crise, que l'on essaie de voir de quelle manière, par des solidarités internationales et notamment européennes, on pouvait s'efforcer de trouver des solutions. C'est pour l'instant. Alors c'est ça qui est assez affligeant et très inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'on a passé 6 mois d'inutile apprentissage, et que au bout de cet apprentissage, les socialistes finissent par découvrir ce que beaucoup de Français avaient compris bien avant eux. Ce sera le mot de la fin de votre grand entretien.